Bonjour à tous. Donc il est 11h29, je commence une minute en avance. Je suis ravie de vous retrouver encore cette année au CAED comme l'année dernière. Merci d'être si nombreux à venir m'écouter, c'est très gentil. Alors, cette année, j'ai décidé d'animer un atelier qui s'appelle « Mieux gérer les corrections ». J'imagine que surtout en cycle 3, c'est quelque chose qui vous parle. Vous connaissez tous cette pile de cahiers qui, sur notre bureau, entre midi et 2, entre les récrés, le soir, qui nous déprime. Moi, un jour, je me suis dit, j'en veux plus. Je veux plus de ça, je veux plus voir mes piles de cahiers qui me désespèrent, qui m'empêchent d'aller manger, d'aller papoter avec mes collègues, du passer juste me reposer, rentrer chez moi, couper. Passer une journée non-stop en se disant entre midi et 2, il faut encore corriger ces cahiers. Non, j'en veux pas. Du coup, voilà, on la regarde, on se dit, je voudrais rentrer à la maison, mais non, j'ai mes cahiers à corriger. Et c'est vraiment pas quelque chose de rigolo. Et puis, corriger tout seul, dans son coin, ça sert à rien. Pédagogiquement, ça ne sert à rien. Les enfants, ils ont besoin qu'on leur explique leurs erreurs. Ils ont besoin d'être avec la maîtresse pour comprendre pourquoi ils ont fait faux, pourquoi ils n'ont pas compris. On est avec nos cahiers et puis on entoure. Après, qu'est-ce qui se passe? On rend les cahiers. Derrière, il se passe quelque chose? Ben non. Alors, ils regardent. Ah, j'ai eu très bien, j'ai eu moyen, bon, j'ai eu excellent. Mais derrière, en fait, aucun intérêt. Alors oui, ne plus avoir de correction hors temps scolaire, c'est possible. J'ai trouvé la solution. Je vous explique. Donc, il y a déjà 6 grands principes. Et il va falloir, si vous voulez y arriver vraiment, bousculer un petit peu vos principes et vos habitudes. Se dire, allez, on lâche prise et on essaye de faire autrement. Et ça change vraiment tout. Premier principe, l'ardoise. L'ardoise, c'est un outil magique. Ce n'est pas une ardoise magique, mais presque. Parce qu'elle permet déjà aux enfants d'être moins stressés. Il n'y a pas de traces derrière. C'est effacé. Voilà, on a fait des erreurs, on n'y arrive pas, on efface, on recommence jusqu'à ce qu'on y arrive. L'ardoise, ça permet du coup de pouvoir... Alors, on fait par exemple une découverte de français. On leur donne quelques exercices pour s'entraîner sur l'ardoise avant de passer aux exercices écrits. Ça limite aussi les corrections. Parce que les exercices qui sont sur l'ardoise, on ne les corrige pas derrière sur notre bureau. Deuxième principe, réduire le nombre d'exercices proposés, le nombre d'exercices écrits proposés aux enfants derrière. La plupart du temps, quand on a un manuel de français, un fichier de maths, il y a énormément d'exercices proposés. Et on a l'impression qu'il faut leur en donner beaucoup pour qu'ils puissent apprendre la notion. Et ça, je pense que c'est, en tout cas, c'est mon opinion. Je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais c'est moi ce que je pense. Je ne pense pas que ça soit la réalité. Je ne pense pas qu'en donnant plein d'exercices, ils vont mieux comprendre. Ceux qui sont faibles et qui n'ont pas compris, ils vont faire 5 exercices faux. Ceux qui ont compris, ils vont faire 5 exercices justes. Mais si on leur en donne 2, 5 ou 10, ça sera la même chose. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Et voilà. Donc, faire un nombre d'exercices réduit. Pourquoi? Parce que du coup, ils vont avoir fini rapidement les 3 exercices. Moi, généralement, c'est 3. 4, si c'était des exercices rapides. Et ils vont avoir fini rapidement. Du coup, nous, on va avoir le temps de les corriger aussi plus rapidement. Et on va avoir le temps de corriger toute la classe parce qu'on n'aura pas à attendre jusqu'à la récré que tout le monde ait fini les exercices. Comme ils auront fini plus tôt, on aura plus de temps pour corriger. Le principe essentiel, c'est l'autocorrection. Alors ça, c'est le truc qui fait gagner le plus de temps. Si j'ai un conseil à vous donner, quand vous choisissez une méthode, quelle qu'elle soit, s'il n'y a pas les corrections déjà prêtes, ne les achetez pas. Parce que les corrections, vous allez les faire vous-même. Ça va vous prendre un temps monstrueux. Moi, c'est vraiment le... Si je regarde un truc, je dis, il n'y a pas les corrections qui sont prêtes dans la méthode, je ne prends pas.
L'autocorrection, sinon, donc il faut la prévoir en amont. Ça demande une organisation différente en fait de sa pédagogie, de ses apprentissages, et ça demande du coup de penser à se dire voilà, est-ce que mon autocorrection elle est prête? Est-ce que donc l'autocorrection, les enfants, quelles que soient les matières, que ce soit même les évaluations, je prépare et je leur mets. Alors je leur mets pas à disposition. Quand ils ont fini les exercices. Parce qu'on me dit, ouais, mes autocorrections, ils vont tricher. Alors, moi, je leur dis, montre-moi tes exercices, montre-moi ton cahier, montre-moi tes fiches. S'ils ont tout fait, si je vois qu'aussi ils ont bien, dans l'ensemble, c'est pas mal, je leur donne la correction. Maintenant, si je vois que ce qu'ils ont fait, il y a beaucoup d'erreurs, qu'ils se sont trompés, qu'ils ont fait ça à la va-vite, là, je les prends au bureau, je leur dis, attends, je te réexplique 2 secondes. Là, c'est faux. Essaye de comprendre, tu vois, machin, je leur donne les pistes. Retourne à ta place, efface. Alors, je favorise crayon gris et surtout stylo effaçable dans tout ce que je fais parce que moi, j'aime bien qu'ils aient des travaux propres et pas on met du blanco, on barre, on a du rouge de partout. C'est quand même plus agréable que les enfants ils soient fiers d'eux et qu'ils aient un travail propre par la suite. Donc, on gomme. Et je leur dis, voilà, retourne, essaye de le refaire, et après tu reviens me montrer, je te donne la correction à ce moment-là. Après, s'ils reviennent, il se peut aussi qu'ils aient refait des petites erreurs, mais dans l'ensemble, c'est quand même mieux que le premier jet. Donc voilà, l'autocorrection, c'est vraiment, pour moi, le principe essentiel. Ensuite, le tutorat. Pourquoi le tutorat? Parce que vous allez me dire, oui, mais si tu corriges les enfants en difficulté, tu t'en occupes pas. Alors, effectivement, du coup, je ne peux pas être partout. Ce que je fais, et ça, c'est un apprentissage qu'il faut faire avec vos élèves dès le début de l'année, leur apprendre à aider les autres. Ça, c'est sans donner les réponses, mais vraiment leur apprendre à comment faire pour expliquer à ton... Donc, c'est un travail qui se fait au début d'année, qu'on explique aux enfants comment tu vas faire pour aider ton copain sans lui donner les réponses. Donc, bien évidemment, la majorité du temps, c'est les enfants qui arrivent le mieux, qui travaillent le plus vite, qui peuvent faire ça. Et ça leur fait vraiment plaisir, hein, parce que ça ne dure pas longtemps, puis ce n'est pas tout le monde tout le temps. Mais quand j'ai par exemple une élève qui vient qui me dit « Maîtresse, je n'ai pas compris » et que moi je suis en train de corriger les autres, généralement je dis « Amandine, tu peux aller expliquer à Ina et si ça ne marche pas, si elle n'arrive pas, et bien à ce moment-là, bon, je prends un petit moment avec l'enfant en difficulté pour lui expliquer moi-même. » Voilà, donc le tutorat, ça libère aussi du temps, du coup, pour vous, pour pouvoir corriger vos élèves. Et enfin, dernier principe sur lequel il va vraiment, vraiment falloir que vous lâchiez, c'est de vous dire, je ne vais pas tout corriger. Je ne corrige pas l'histoire géo, les exercices d'histoire géo, je corrige que la leçon qu'ils vont apprendre. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent mes fiches d'histoire géo, mais dans ma leçon, à la fin de toutes mes fiches, c'est des leçons à trous que les enfants complètent. Et donc, je corrige dans tout ce qu'on a fait en histoire géo que la leçon qu'ils vont devoir apprendre à la maison pour pas qu'il y ait de petites... Alors ça, je vous avouerai que ça m'arrive de temps en temps, à 4h30, vite fait, de revoir. Mais c'est vraiment la seule chose, parce que c'est pas grave s'ils sont pas là. Que je corrige les petites fautes derrière qui restent sur... parce que... comment dire, dans les leçons d'histoire géo, en fait, on a fait une correction collective. Donc, ils ont déjà corrigé les mots. Et moi, je repasse juste vérifier les petites fautes qui restent. Donc, voilà, mettez-vous dans la tête aussi en littérature. Je ne corrige pas les exercices de littérature, sauf s'il s'agit d'exercices de production d'écrit. Sinon, je fais pareil, une correction collective. Et derrière, je ne corrige pas tout. À un moment donné, on n'est pas des surhommes non plus. Je corrige par contre tout le français, tous les maths. Mais l'après-midi, non. Et franchement, dites-vous bien une chose, surtout quand on arrive en CM2, en 6e, les profs, ils ne corrigent rien. Ils ne corrigent que les contrôles. Donc nous, on se donne du mal, on est là tout le temps sur nos cahiers à se dire il faut absolument que je corrige tout, etc. On arrive au collège derrière, moi j'ai eu ma fille qui est passée au collège, il n'y avait plus de correction d'exercice, rien, ni les leçons qu'ils copient, ni les exercices qu'ils font dans les cahiers, rien n'est corrigé. Donc, au début, je me culpabilisais. Je disais, ah là là, j'ai pas corrigé la littérature, j'ai pas corrigé la... Bon. Puis, à un moment, il faut arrêter de se culpabiliser. Il faut se dire, bon, on fait déjà tout ce qu'on peut. Et franchement, corriger les fautes en littérature, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Alors moi, je prends des fois les trucs,
Mais j'ai trouvé des fois la parade aussi pour dire, montrer aux parents que j'ai quand même vu ce qu'ils ont fait. Et je fais des petites vagues en dessous les mots, là où il y a des petites fautes, mais sans avoir à tout corriger. En plus, il n'y a pas la place, la majorité du temps, il n'y a pas beaucoup de place pour écrire. Donc voilà, ça libère, ça soulage. Alors, je vais vous expliquer une séance type que j'ai dans ma classe de CM1, CM2, du coup, qui est valable pour tous les niveaux. Hein, mais bon, je parle de CM1, CM2 parce que c'est mon niveau depuis une dizaine d'années. Donc, par exemple, on va faire une séance de français, on va dire de grammaire. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais de temps en temps des découvertes ensemble, parce qu'en CM1, CM2, c'est pratique. On a pas mal de notions communes qu'on peut démarrer ensemble. Si ce n'est pas le cas, je commence la découverte avec mes CM1 et je mets mes CM2 en autonomie. Ce qui veut dire que aussi, dans votre pédagogie, il faut avoir prévu toujours des travaux d'autonomie, quels qu'ils soient. Moi, c'est le plan de travail. Pour ceux qui m'ont écouté l'année dernière, je vous ai expliqué mon plan de travail en classe. Mais il y a plein d'autres possibilités de mettre des enfants en autonomie. Il y a les ceintures, il y a des ateliers, il y a des jeux, il y a plein de choses à faire. Mais il faut absolument que vos élèves fassent du travail à faire en autonomie et pas de l'occupationnel. On fait un coloriage ou on va lire un livre, on va dans la cour jouer au foot. Il y en a, je sais qu'il y a des collègues qui ne savent pas mettre les enfants en autonomie. Et ça, c'est dommage, parce que c'est vraiment intéressant. Ensuite, deuxième phase, une fois que j'ai fait ma découverte, alors moi, avec le double niveau, je ne peux pas me permettre de faire des découvertes à rallonge. Il faut que j'aille à l'essentiel. Et une fois que mes CM1, donc, une fois qu'on a fini la découverte, mes CM1 font les exercices. Et je bascule avec mes CM2, je fais l'inverse. Une fois que comme je ne donne pas beaucoup d'exercices, j'ai à peine le temps de finir d'expliquer au CM2 que mes CM1 ont déjà fini les exercices. Du coup, ils viennent, ils me montrent, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ils me montrent leurs travaux. Et moi, si ça va, je leur donne la correction, l'autocorrection pour qu'ils aillent se corriger. Donc après vérification, ça veut dire après que j'ai vérifié leurs travaux. Ah non, j'ai inversé les 2 points. Bon, c'est pas grave. Alors ensuite, une fois qu'ils se sont autocorrigés, comment ça se passe? Ils vont s'inscrire au tableau. Donc ils inscrivent leur prénom dans l'ordre, parce que moi, je refuse d'avoir une queue de 20 km. J'appelle ça l'aéroport. Vous savez, à l'aéroport, quand on prend l'avion et que les gens ils se lèvent tous à peine on marque embarquement et qu'on attend 10 ans dans la queue debout à s'embêter. Ben là, je leur dis ça, je leur dis, moi, je ne veux pas faire l'aéroport. Donc, vous vous inscrivez au tableau, vous attendez, donc je veux 2-3 personnes maximum. Et une fois qu'ils sont passés, vous vous effacez quand vous êtes passés. Et les autres, ils savent que c'est leur tour et qu'ils viennent au bureau à ce moment-là. Donc, inscription au tableau. Et pareil, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Les enfants qui sont inscrits au tableau en attendant de passer, du plan de travail, de l'autonomie. Donc voilà, hyper important, encore une fois, de prévoir des exercices d'autonomie. Donc là, je vous ai mis sur la table ici mes petits bouquins que j'ai fait. Donc ça, c'est le méli-mélo d'activités autonomes que j'en ai fait donc en CE2, en CM1 et en CM2. Et là, il y a pareil des exercices de grammaire, ça s'appelle les catégories de mots. Tout ça, c'est des trucs pour mettre en autonomie. J'ai fait un cahier de texte à transformer, transposer, si vous préférez. Là, j'ai prévu un petit cahier d'écriture, parce qu'en cycle 3, on ne fait plus d'écriture, ils ne savent plus faire les majuscules, on a tout oublié. Donc voilà, pour retravailler. Et là, je vous ai mis ma méthode de français avec pas beaucoup d'exercices que j'ai créés, parce que je ne trouvais pas de méthode qui me convenait. Donc si vous voulez, vous pourrez les feuilleter après si ça vous intéresse. Donc, ce que je vous disais, une fois qu'ils sont inscrits au tableau, plan de travail ou autre chose en autonomie. Et à ce moment-là, eh ben moi, à la récré du matin, tous mes élèves ont été corrigés en faisant comme ça. Donc j'arrive à la récré, j'ai pas de pile de cahiers, et là je suis heureuse. Alors ensuite, ça c'était pour des séances de maths, de grammaire, de la langue. Corriger des productions d'écrits, c'est un autre sujet, juste super, super contraignant, très épuisant, qui, même avant de commencer, oh non, je ne vais pas faire des productions d'écrits, je n'ai pas envie de corriger toutes mes 30 cahiers de CM2, c'est pas possible. Donc, à cause de la correction,
les collègues font peu de production d'écrit parce que ça les... Voilà. Alors que pour moi, les productions d'écrit, si je pouvais ne pas faire d'études de la langue, leçon, machin, exercice, j'en ferais pas. Pour moi, les productions d'écrit, c'est la base du français. On apprend tout. Les élèves, ils apprennent tout ce qu'il faut en écrivant des textes. Et franchement, moi, j'arrive en CM1, CM2, et je vois dans beaucoup d'endroits, les enfants, ils écrivent trop peu. Même si on écrit une phrase par jour, c'est pas mal, mais il faut écrire des textes. Dans l'avenir, plus tard, partout, on a besoin de savoir écrire des textes. Les leçons de français, quand je leur fais écrire des textes, souvent je dis, mais on l'a vu là, le passé composé, on l'a vu cette semaine. Ah ben ils savent pas que c'est du passé composé. Alors oui, dans la leçon, ils savaient très bien. Quand on a fait les exercices, quand ils ont appris la leçon, qu'on a revu le petit exercice derrière, ça ils savaient. Mais une fois qu'on doit le refaire et le réinvestir dans la production d'écrit, eh ben, ils savent pas. Du coup, moi, je me dis, mais finalement, les leçons de DL, ça sert à quoi si on ne fait pas écrire les élèves et qu'on ne leur montre pas la relation entre les leçons qu'on fait et les productions d'écrit. Mais voilà, production d'écrit, moi, j'en fais deux sortes. Je fais du texte libre et des productions à sujet. Et puis, des fois, il y en a qui nous écrivent des tartines et pas forcément sans erreur. C'est compliqué. Alors, du coup, pour arriver à corriger les productions d'écrit sans que ça soit trop pénible, il y a plusieurs principes. Tout d'abord, il faut prévoir le temps nécessaire pour corriger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire en 1 heure, je fais mes productions d'écrit. Allez, même en 1h30, c'est pas possible. On n'aura pas le temps de corriger tout le monde. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va revenir quand dessus? Le lendemain, non, c'est pas possible, on a prévu littérature. Le surlendemain, c'est mercredi. La fois d'après, non, c'est pas possible, j'ai ma dictée. Donc on revient la semaine d'après. Mais la semaine d'après, ils sont plus dans leur texte, dans les idées qu'ils avaient, reprendre. Non, il faut, à mon avis, faire ça en une seule fois. Donc on prévoit le temps nécessaire, c'est-à-dire moi, c'est le vendredi matin, toute la matinée, je prévois ma matinée à ça. Alors ça ne veut pas dire que les enfants ils écrivent toute la matinée, mais ils vont écrire un quart d'heure, une demi-heure leur texte. Et moi, je veux faire passer tous les élèves dans la matinée en correction. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il faut prévoir quoi à côté? Du plan de travail, de l'autonomie. Sinon, c'est pas possible. Pour limiter les corrections, il faut aussi leur mettre à disposition tous les outils utiles pour qu'ils puissent écrire sans erreur. Donc on les autorise à utiliser tout ce qui existe. Répertoire de mots. Donc moi j'ai un répertoire de mots sur mon blog que j'ai classé par catégorie, par verbe, nom, etc. Qu'ils ont en feuille toute l'année dans leur pochette et ils l'apprennent quand ils commencent à... Si jamais il n'y a pas le mot qu'ils cherchent sur leur feuille, ils peuvent utiliser le dictionnaire, mais le dictionnaire c'est un petit peu... c'est difficile. Pour la conjugaison, ils peuvent utiliser le Becherel. Ça, c'est pareil, il faut leur montrer comment ça s'utilise en début d'année. Et par contre, l'ardoise, toujours, encore, l'ardoise. Quand il y a un mot qu'ils ne connaissent pas, ils viennent avec leur ardoise et je l'écris sur l'ardoise. Je refuse qu'ils écrivent le mot comme ils l'entendent, parce que là, c'est mémoriser une orthographe fausse d'entrée. On leur donne le mot correctement orthographié d'une manière ou d'une autre, par des répertoires, par un dictionnaire, par l'ardoise. Mais les enfants, ils gagnent du temps, vous aussi, et ils ne mémorisent pas une orthographe erronée quand ils écrivent. Voilà, donner les mots, hop, c'est fait. Ensuite, comment gagner du temps dans la correction également? On ne fait pas un deuxième jet à recopier. C'est-à-dire, parfois, les élèves ils écrivent, même ceux qui n'ont pas beaucoup de fautes, mais il y en a, allez, hop, on recopie une deuxième fois les textes. Non, non, non. Donc là, ça pareil, ça fait gagner du temps. On écrit sur le cahier d'écrivain au crayon gris ou au stylo effaçable, toujours. On saute des lignes. Je les invite à venir, pareil, à s'inscrire au tableau, comme pour les séances de DL, quand ils ont fini leur texte. En attendant, donc, plan de travail, autonomie, et un par un. Alors cette fois-ci, ce n'est pas 2 au bureau, c'est 1 par 1 parce que c'est un peu long. Et je les prends. Alors comment je corrige? Qu'est-ce que j'ai mis après? Je ne sais plus. Ah voilà, bon. Donc je les prends au bureau. Et puis, en fonction
du niveau des élèves. Donc les élèves qui sont excellents, qui ont déjà mémorisé beaucoup de règles d'orthographe, qui savent les réutiliser en production d'écrit, ils sont à côté de moi, et puis je lis, et puis j'entoure au crayon gris, parce que j'aime pas le rouge, surtout dans la production d'écrit, parce qu'après, on voit que le rouge, les enfants, ils ont passé du temps, ils se sont donné du mal à écrire, et nous, on arrive tranquille avec notre stylo rouge et on barbouille tous leurs trucs, les pauvres, quoi. Moi, je me mets à leur place, ça fait... C'est la maîtresse, ouais. Alors oui, d'accord, on est la maîtresse, on est... mais moi, j'aime pas avoir cette posture de la maîtresse qui met du rouge, quoi, ça me plaît pas. Donc du coup, au crayon gris, j'entoure leurs erreurs. Gamins qui sont excellents, je vais leur dire, allez, va à ta place et à côté ou en dessous, comme on a sauté des lignes, avec ton crayon gris, tu corriges comme tu penses que ça doit être. Les enfants qui sont entre deux, qui sont moyens, je les garde au bureau, on fait la même chose, mais je leur dis pourquoi j'entoure. Qu'est-ce que tu dois mettre là? Regarde, les enfants entendent. Ah ouais, il y a un S. Mange. S. Non, ils sont plusieurs. ENT. Voilà. Donc je vois avec eux pourquoi ils ont fait des erreurs et on en discute ensemble pour qu'ensuite ils retournent à leur place et ils doivent se souvenir de ce qu'on a dit pour aller se recorriger tout seuls. Et les enfants en difficulté, on fait pas ça, je les corrige moi directement avec eux en leur disant bon, les enfants, qu'est-ce que. Là, il manque quoi? Hop, et c'est moi qui mets le S. Parce qu'il y a des enfants, c'est vraiment trop difficile pour eux après d'aller se relire, etc. Donc, en fonction du niveau des élèves, je ne corrige pas tout à fait de la même manière. Ensuite, donc, ils retournent à leur place, ils se corrigent, et puis, ils se réinscrivent au tableau pour que je revérifie ce que je leur ai demandé d'aller corriger. Et on s'arrête là. Parfois, il y a des tournures de phrases qui sont mal faites. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'entoure la phrase en question, je mets une petite étoile et en bas du texte, je remets la petite étoile et on réécrit la phrase qui était mal tournée. Voilà. Ah, alors, corriger les évaluations, ça c'est pareil. On me dit, oui, mais si tu donnes l'autocorrection, ils vont tricher. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Je mets les corrections des autocorrections, donc pareil, même principe que pour les exercices en étude de la langue. Ils me montrent qu'ils aient fini bien leur évaluation et je dispose les autocorrections des évaluations sur une table à part ou avec des stylos verts non effaçables. Donc interdit de venir avec son stylo vert, ils prennent ceux qui sont à disposition. Et là, ils s'autocorrigent. Résultat, ils viennent me voir avec leur évaluation toute corrigée. Moi, j'en ai gardé une à côté, comme ça, je compare. Bon, généralement, ça va vite, mais des fois, quand j'ai un doute, surtout en maths, quand il faut refaire les opérations posées, les divisions, les multiplications à rallonge, là, hop, j'ai l'autocorrection, je vérifie qu'ils aient bien corrigé, que ça corresponde bien. Et ça me prend 30 secondes de corriger les évaluations. Parce que moi, si j'embarque mes évaluations à la maison dans une pochette, je ne les rends plus jamais, c'est fini. Les feuilles, c'est mort. Alors encore les cahiers, je les vois, donc puis ils en ont besoin. Donc bon, faut le corriger. Bah alors les feuilles, mon Dieu. Oh, les feuilles. Non, non, moi les feuilles, c'est pas possible. Des fois, ça m'arrive d'avoir 2-3 évaluations non corrigées. Je crois que je leur rends pas après. Maîtresse, elle est bonne. Je sais pas. Ah non, mais c'est une catastrophe. C'est pour ça, entre ça, la quantité à corriger qui est juste infernale et le fait que donc voilà. Voilà, inscription au tableau, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Alors, convaincu par ma présentation? Ça vous tente? Je vous dis, allez-y, lancez-vous et lâchez prise sur vos principes, surtout de vouloir absolument tout corriger, de vouloir se dire, on donne beaucoup d'exercices. Voilà, il y a des petites choses vraiment, l'autocorrection, ils vont tricher, c'est pas bien. Voilà, donc essayez. Moi, ça marche. J'ai 29 élèves en CM1, CM2 et je n'ai jamais de correction, ni entre midi et 2, ni le soir. Et n'hésitez pas à me retrouver un petit peu partout, sur Internet, les réseaux sociaux. Et je fais des vidéos YouTube où j'avais déjà fait cette vidéo sur les corrections depuis 2-3 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à les consulter. Merci beaucoup.